Nous avons convié à cette conférence de presse pour vous présenter l'économie générale et discuter avec vous de la conférence que nous préparons pour dans quelques semaines, conférence internationale qui porte le titre de Simon Kimbangu, 1887-1951, l'homme, son œuvre et sa contribution au processus de libération de l'homme noir. Alors, nous qui vous avons invité, nous sommes, comme cela vient d'être dit, le bureau d'un comité scientifique international qui est fort de 28 membres et d'un comité d'organisation qui est essentiellement national, mais pas exclusivement, qui lui est fort de 9 personnes, hommes et femmes naturellement. Alors, il y a une première chose sur laquelle nous devons vous éclairer, c'est comment tout ceci a commencé. Ceci a commencé en décembre 2009, lors de la célébration du 50e anniversaire de la reconnaissance par l'État colonial belge de l'église kimbanguiste. Cet anniversaire a été célébré en particulier dans cette salle et à l'occasion des diverses manifestations qui ont été prévues par l'église kimbanguiste, son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, avait souhaité que des chercheurs viennent parler de Simon Kimbangu et de l'église kimbanguiste, ce qui a été fait. Tous ceux qui sont à cette table et d'autres ont contribué à cette manifestation. À la suite de cela, son éminence a posé la question à certains d'entre nous de savoir s'il ne serait pas possible que nous concevions quelque chose de beaucoup plus large, donc une conférence internationale sur Simon Kimbangu. Évidemment, nous avons accepté. Non seulement nous avons accepté, nous avons été fiers qu'une telle demande nous soit faite à nous, hommes de science. Ce n'est pas souvent que des responsables d'une église s'adressent à des savants en tant que savants et non pas en tant que fidèles de leur église ou d'autres églises pour contribuer à l'expression de la vérité. Nous l'avons accepté aussi parce que Simon Kimbangu n'est pas un personnage banal. Dans la société congolaise d'aujourd'hui, dans la diaspora congolaise, à travers le monde, on parle de Simon Kimbangu. Mais on n'en parle pas toujours à bon escient. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'idées reçues, un certain nombre de mythes autour de ce personnage qui, on doit le souligner, n'est pas banal. Apparemment très limité en 1921, à l'occasion de sa prophétie et de sa prédication. Et on sait aussi, peut-être qu'on ne sait pas assez, que Simon Kimbangu est probablement l'homme de la société congolaise qui a subi, accumuler sur sa personne, toute la dureté, toute la cruauté et toutes les injustices du système colonial. Non seulement il a été arrêté pour avoir dit la parole divine, il a été jugé selon des normes qui ne respectaient pas les normes établies à cette époque, ni au Congo, ni ailleurs dans le monde. Il a été condamné à mort. Il n'est sorti de prison qu'à sa mort en 1951.
Lorsque nous disons cela, nous n'avons absolument pas l'intention de faire une histoire victimaire, victimante ou victimée. Il ne faut pas que Simon Kimbangu devienne le prisonnier à perpétuité des injustices du système colonial, parce que dans le fond, il a triomphé de ces injustices. Il a triomphé d'abord parce que, dès 1959, l'État colonial a dû reconnaître officiellement son Église. Il a triomphé aussi parce que, au cours de cette année, après toute une série de démarches très compliquées, est engagé un procès en révision du procès de 1921. Le chef d'État, Joseph Kabila Kabange, qui le 30 juin 2010, à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de notre indépendance, il l'a élevé dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Il a gagné pour une troisième raison, c'est que son Église n'a cessé de croître et de se développer et d'être aujourd'hui présente à travers les 5 continents. Il l'a gagné enfin parce que, ici au Congo même, cette Église non seulement existe en tant qu'Église, elle existe aussi parce qu'elle est au cœur, elle est la tête de toute une série d'œuvres sociales qui bénéficient non seulement aux kimbanguistes, mais à tout Congolais et à toute Congolaise qui s'adresse à elle. Elle a gagné aussi parce que dans notre pays aujourd'hui, elle développe une vision originale du développement économique et social qui pourrait être le nôtre. Elle a gagné enfin parce que elle a une devise, une triptyque, une devise en 3 mots, Bolingo, Mibeko, Misala, qui est simplement une vision de l'homme, une philosophie de l'homme qui éclaire et qui doit encore éclairer au-delà du cercle de ses fidèles et de ses disciples. Alors nous qui sommes des hommes de science, donc les membres du comité scientifique, les membres du comité d'organisation, les hommes et les femmes de science que nous avons sollicités, qu'est-ce que nous voulons exactement faire au mois de juillet? Nous constatons que le moment d'aujourd'hui est un moment très favorable pour aborder de manière froide, sans passion, sinon la passion que le chercheur éprouve pour l'objet qu'il étudie, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de rigueur et tous les instruments de nos compétences réunis. Nous trouvons que le moment est éminemment favorable parce que, et cela n'arrive pas souvent, cela arrive très rarement et dans beaucoup de cas, dans beaucoup de confessions religieuses, cela n'arrive jamais que les responsables d'une église demandent à des hommes de science de parler, eux, en tant qu'hommes de science, sur leur église. Les circonstances sont favorables pour cette première raison, c'est que son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, nous a dit « Allez-y, parlez librement, comme vous avez l'habitude de le faire ». Cela veut dire aussi que l'Église, les cadres de l'Église, les fidèles, sont aujourd'hui disponibles pour dire à ceux de nos chercheurs qui en ont besoin ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils veulent, ce à quoi ils aspirent. Donc ça veut dire que les sources sur lesquelles les hommes de science travaillent, parce que les hommes de science ne travaillent pas dans le vide, ils travaillent à partir de matériaux. Ces sources sont aujourd'hui beaucoup plus disponibles qu'elles ne l'ont jamais été.
les dynamiques sociales, politiques, culturelles et socio-économiques de notre pays interrogent aujourd'hui tous les Congolais qui pensent, tous les Congolais qui ont quelque chose à dire sur ce que ce pays va devenir, ce que ce pays veut devenir et ce que ses enfants ont à dire sur son avenir. Parce que l'avenir du Congo, ce sont les Congolais et exclusivement les Congolais qui vont le faire. Et personne d'autre ne va le faire que nous-mêmes. Or, l'Église kimbanguiste, en raison de cette histoire brève que j'ai rappelée, a quelque chose à dire, beaucoup de choses fondamentales à dire, justement sur ce passé et sur ce futur. L'approche d'un phénomène aussi large, qui couvre donc plus de 80 ans de notre histoire et qui couvre tout un futur que nous ne maîtrisons pas, l'approche d'un phénomène aussi large a exigé de nous que nous sollicitions toutes les disciplines qui peuvent contribuer à éclairer l'histoire et le devenir du kimbanguisme. Je dirais que aujourd'hui, il n'y a plus de recherche sérieuse qui ne soit une recherche pluridisciplinaire. Je dois ajouter à cela aussi qu'il n'y a pas de recherche sérieuse qui ne soit une recherche comparatiste. Nous devons en effet comparer le prophète Simon Kimbangu et son Église à tout ce qui a pu le précéder dans cet espace congolais, l'espace des trois Congos, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Congo-Angola, mais peut-être aussi dans tout l'espace africain où on a vu des phénomènes analogues avec plus ou moins de force, mais également dans toutes les diasporas africaines, tous ceux des enfants de ce continent qui ont été déportés contre leur gré et qui, partout dans le monde, ont réagi souvent en invoquant des forces spirituelles et comparé aussi, pourquoi pas, avec d'autres religions importantes, celles qui nous sont proches géographiquement dans ce pays, celles qui nous sont proches géographiquement sur notre continent, les autres christianismes, l'islam et d'autres religions. Nous sommes ici dans des locaux du centre d'accueil de l'église kimbanguiste. Dans notre ville de Kinshasa, il y a beaucoup de lieux où vous voyez le présent de l'église kimbanguiste. Par exemple, l'université dont le recteur est ici présent, mais aussi les hôpitaux, les écoles, toute une série de choses que chacun de nous connaît, et également une dimension du futur. Je pense notamment à cette fameuse phrase de Simon Kimbangu, « Un jour, le noir sera blanc, le blanc sera noir ». Ça ne veut pas dire évidemment que nous changerons de couleur de peau. Ça veut dire simplement que la redistribution des tâches, la redistribution des richesses, la redistribution des prises de décision à travers le monde seront de telle sorte que les Noirs, nous, qui l'a contribué à libérer, seront des décideurs à part entière. Donc, nous avons élaboré le concept paper qui vous a été distribué hier et nous espérons que vous avez lu ce papier pour que nous puissions en discuter. Et selon la formule d'usage, nous avons lancé des appels à la communauté scientifique internationale pour dire voici ce que nous voulons faire et nous sollicitons toutes les compétences pour venir participer avec nous à ce travail intellectuel. La première chose qu'il faut relever ici, c'est le nombre de réponses très enthousiastes, très encourageantes, quelques-unes d'entre elles surprises, que ce soit nous qui sommes ici et d'autres qui fassions cela, avec la question que certains nous ont posée, mais comment ça se fait, vous êtes devenus kimbanguistes? On leur a répondu évidemment qu'il n'y a pas que les kimbanguistes pour parler de Simon Kimbangu.
Simon Kimbangu est un personnage d'une immensité telle que tout le monde peut parler de lui. En fait, tout le monde parle de lui. Nous parlerons de lui en tant qu'homme de science. Donc notre comité, selon l'usage, a reçu des propositions. Tous ceux qui souhaitent parler, évidemment, ne sont pas autorisés à parler. Nous choisissons ceux des candidats dont les propositions nous paraissent les plus intéressantes et les plus éclairantes par rapport à l'objet de notre conférence, Simon Kimbangu, l'homme, son œuvre, sa contribution au processus de libération de l'homme noir. Et il est remarquable de voir que cette centaine d'invités va venir de toutes les parties du monde, bien sûr de notre pays et de l'Afrique centrale, mais aussi des autres parties de notre continent, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est. L'Europe, évidemment, sera massivement sollicitée, d'une part parce que l'émigration kimbanguiste en Europe est très importante, mais d'autre part aussi parce qu'il y a des Européens qui ont pris le chemin du kimbanguisme, mais aussi parce qu'il y a des sources importantes sur le phénomène kimbanguiste en Belgique, mais aussi ailleurs, en Suède, en Angola, pour des raisons dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Donc, espace de résistance politique, militaire, mais aussi religieuse. Et l'Amérique du Sud, qui a connu aussi dans la diaspora noire des phénomènes comparables. Les continents sur notre Est, le Moyen-Orient et tout ce qu'il y a comme Asie derrière elle, l'Océanie avec l'Australie seront également représentés. En citant ces différents continents, vous vous rendez compte, mesdames, messieurs, que nous allons avoir là quelque chose de tout à fait exceptionnel, comme notre pays probablement n'en a pas eu au cours de son histoire coloniale et au cours de son histoire en tant que nation indépendante. Le colloque, la conférence internationale se tiendra ici, dans cette salle, du 24 au 28 juillet prochain, donc dans quelques 2 mois et demi. Il est prévu la conférence proprement dite sur la thématique que vous avez et dont mes collègues vous entretiendront. Il est prévu également parce que dans notre pays, vous le savez, on parle beaucoup pour dire des choses qui souvent ne correspondent à rien. Et beaucoup de nos enfants ne savent pas qui est cet homme, qui est cette femme. Et beaucoup de nos enfants ne savent pas sur la carte du Congo où se trouve un Kamba et comment l'homme qui a été arrêté en Kamba s'est trouvé prisonnier à Lubumbashi. Donc pour éclairer tout cela à l'échelle du pays, à l'échelle de l'Église et à l'échelle du monde, nous avons prévu une exposition déclinée en 3 sous-expositions pour présenter l'historique, les réalisations et la géographie congolaise et mondiale de l'Église kimbanguiste. Comme nous recevrons beaucoup d'étrangers, nous avons prévu également une visite à Nkamba. Nkamba n'est pas seulement le lieu où Simon Kimbangu a commencé sa prophétie, c'est aussi, et notre pays doit s'honorer de cela, c'est aussi l'une des villes saintes que compte le monde. Le monde ne compte pas tant de villes saintes que cela. Et beaucoup de pays n'ont pas de villes saintes sur leur territoire. Le Congo compte une ville sainte qui s'appelle Nkamba et un certain nombre de lieux qui sont de lieux saints. Nkamba fera l'objet de débats au cours de la conférence, mais nous avons pensé qu'il est nécessaire que nos invités voient cet endroit exceptionnel comme paysage,
mais aussi comme un lieu qui a été mis en valeur par l'Église kimbanguiste et dont l'organisation même exprime la vision économique, sociale et sociétale de l'Église kimbanguiste. Je voudrais terminer sur deux choses. La première, c'est encore une fois l'importance et l'originalité de cette conférence. En général, en Afrique et ailleurs, lorsque les religions veulent qu'on parle d'elles, ce sont elles-mêmes qui parlent d'elles-mêmes. Il y a donc une sorte de discours de soi à soi-même qui laisse en dehors de la prise de parole tout ce que, à tort ou à raison, les hommes de cette religion ne considèrent pas comme autorisés à parler. La conférence de juillet prochain, c'est une conférence dans laquelle, de manière exceptionnelle et importante, ce ne sont pas d'abord les kimbanguistes qui vont parler, sauf ceux d'entre eux qui, en tant qu'hommes ou femmes de science, ont proposé des thèmes de participation qui auront été agréés par le comité scientifique. Cette conférence n'est pas décidée, n'est pas orientée, n'est pas organisée pour célébrer le passé. Il est décidé d'abord, il a été décidé pour dire la vérité sur le passé. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de méconnaissance, beaucoup de fautes entretenues ou inconscientes sur le passé de ce pays, et notamment sur la personne de Simon Kimbangu. Donc il faut que la lumière soit faite et que la vérité soit dite. Nous souhaitons et nous savons que cette conférence va avoir des retombées. D'abord, des retombées intellectuelles, puisque c'est une conférence intellectuelle. Et ce n'est pas par hasard que l'université Simon Kimbangu est partenaire, associé directement à la conception et à l'organisation de la conférence internationale. Le recteur Massamba, qui est ici présent, si vous le sollicitez, expliquera quelles sont les choses que nous prévoyons en termes d'infrastructures, mais aussi en termes de développement institutionnel de l'université Simon Kimbangu à la suite de ce colloque. Le premier terme de la devise de l'église kimbanguiste, c'est Bolingo. Et il n'y a pas de société organisée, il n'y a pas de nation sans ce lien de fraternité et d'amour réciproque qui lie non seulement les fidèles d'une église, mais les citoyens d'un pays entre eux. Il y a aussi la loi et les règles, non seulement celles de l'église, mais celles de notre nation tout entière, que trop souvent, nous, citoyens congolais, ne respectons pas. Et il y a ce mot très important, misala, parce qu'il n'y a de richesse que dans le travail. Ce n'est pas le sol du Congo ou le sous-sol du Congo qui est riche, c'est le travail du Congo qui est la richesse du Congo. Je vous remercie. Je suis dans la radio Lisanga Télévision TV. J'ai des petites préoccupations pour adresser au professeur Elikia Mutokolo. Monsieur le professeur, vous avez fait quand même un exposé qui nous a plu. Ma première question est de savoir pourquoi est-ce que vous avez voulu à cette conférence n'y prennent pas que les intellectuels, puisque vous avez parlé des sources qui ont été disponibles. Est-ce que toutes ces sources proviennent de ceux qui ont étudié ou il y a une source peut-être par oral, quelqu'un qui a vécu ce fait, qui peut facilement vous le relater? C'est ça la première question. Avant de terminer, vous avez parlé des 150 000 personnes qui ont été reléguées, ou 33 000. Alors vous avez dit que ces personnes, on va parler d'elles. Tout simplement, où toutes ces personnes, pour les familles, seront indemnisées par l'État congolais. Merci. Moi, c'est Réveil du journal L'Observateur. Une question. Je pense qu'au mois de juillet, on aura la énième conférence consacrée sur les prophètes de Simon Kimbangu. Si j'ai de bonne mémoire,
ça pourrait être la troisième. Alors il y a une raison pourquoi tant de conférences sur Simon Kimbangu. Est-ce que la personne de Simon Kimbangu n'a pas été déjà suffisamment expliquée au public? Voilà la question. C'est Pascal Caparay de la radio Franco. J'aimerais revenir sur l'originalité et la particularité de cette conférence, parce que le professeur Lucas Mokolo a annoncé certaines raisons qui font la particularité et l'originalité de cette conférence, notamment corriger les précis sur la personne de Simon Kimbangu. À la suite de mon confrère de tout à l'heure, des conférences, des activités ont eu lieu sur Simon Kimbangu. Est-ce que vous allez faire référence à tout ce qui a déjà eu lieu sur Simon Kimbangu et les corriger, ou vous allez aussi inviter toutes les personnes qui ont déjà fait ou dit quelque chose sur Simon Kimbangu pour participer à cette conférence? Merci. Moi, c'est Huguette Tieta, journaliste à Tropicana FM et Télévision. Je peux continuer dans le même sens en ce qui concerne l'originalité de cette conférence internationale. Vous avez parlé de dire, célébrer, non seulement vous ne venez pas célébrer le passé de Simon Kimbangu, mais dire la vérité sur les passés de Simon Kimbangu. Alors, moi, ma préoccupation, c'est de savoir, en dehors de ce que vous avez prévu pour pérenniser le retombé de cette grande conférence internationale, n'envisagez-vous pas de mettre par écrit ou publier un ouvrage pour que tout ce que vous allez faire au cours de cette conférence soit lu des années après, même des siècles après? Et ma deuxième préoccupation est celle de savoir, je me rappelle en 2010, si je ne me trompe pas, c'était au mois de mai, vous avez annoncé la conférence pour le 20 décembre, qui n'a pas eu lieu. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez reporter cette conférence une année après, donc le 24 juin. C'était prévu en décembre, pourquoi ça se fait en juillet? Il ne faut pas dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Si nous avons porté la conférence de décembre à juillet, c'est que, je vous ai dit, il y a 100 personnes qui vont participer à cette conférence. Une conférence scientifique ne signifie pas que les gens qui disent « je viens », on les accepte et ils viennent dire n'importe quoi. Une conférence scientifique, ça veut dire que des gens font des propositions, nous leur demandons d'écrire le résumé de cette proposition, que le conseil scientifique doit examiner, discuter, évaluer, et c'est au cours de ce processus d'évaluation que nous décidons peut-être de solliciter d'autres personnes pour contrebalancer ce point de vue ou pour élargir ce point de vue. Donc toutes, je dis bien toutes les conférences internationales, il n'y a que les conférences politiques qui se tiennent au jour où on a dit qu'ils se tiennent. Toutes les conférences scientifiques sont en général reportées ou annoncées sans date, ce qui est une manière de les reporter, et c'est comme ça que les choses se passent. Donc il n'y a pas que quelque chose n'a pas marché. Si nous avons reporté la conférence de décembre à juillet, c'est que cela a marché au-delà de nos espérances et il devenait nécessaire de prolonger le délai de préparation. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, je peux annoncer que le bureau de la conférence a rendu visite à son éminence Simon Kimbangu Kiangani le week-end passé, et nous avons la certitude absolue que les 100 personnes dont nous avons retenu les communications viendront à Kinshasa, tout cela par les moyens que l'Église, les fidèles de l'Église ont mobilisés pour que la conférence soit possible. Donc, jusqu'aujourd'hui, on peut dire que ça ajoute au caractère exceptionnel de cette affaire. Donc, ça n'est pas une institution internationale ou autre qui l'a organisée,
c'est l'église kimbanguiste qui organise matériellement cette conférence pour donner la parole à des hommes de science qui ne sont pas nécessairement des gens de son église. Et ces deux points sont des points qui ajoutent encore à la singularité de ce que nous allons faire ici au mois de juillet. Quelle est l'originalité de la conférence? Pourquoi une succession de colloques sur Simon Kimbangu? C'est pour une double raison. La première raison est liée simplement à la démarche scientifique. Vous savez bien que le savoir ne se donne pas une fois pour toutes. Il y a des découvertes de nouveaux éléments, il y a des informations nouvelles qui tombent, il y a des regards nouveaux qui sont portés sur des documents anciens. Tout cela participe de l'évolution du savoir. Et donc, ne soyez pas effrayés et étonnés de voir la démarche scientifique revenir constamment sur les mêmes problématiques. Le second élément, le président l'a bien explicité, dans notre agenda national de célébration de notre cinquantenaire, Simon Kimbangu occupe une place de choix, puisqu'il a été question de notre indépendance. Le président a évoqué tout à l'heure le fait que le 1er juillet, il a été décoré. Le 30 juin, non loin d'ici d'ailleurs, sur le boulevard, le président de la République, rendant hommage à tous ceux qui sont à la base de notre indépendance, a cité Simon Kimbangu en premier. Certes, d'abord, il a rendu grâce à Dieu et a cité en premier. Il était tout à fait normal que dans cet agenda national, nous puissions aller revisiter quelque part, aller aux sources, si je peux reprendre la première expression, aller aux sources de notre indépendance. Aller revisiter la pensée de celui-là même qui est à la base de notre libération. Et donc, c'est pas mauvais, comme l'a dit d'ailleurs le président, nous ne sommes pas tous au même niveau des informations. Il y en a qui sont plus avancés, d'autres moins avancés. Le colloque donne l'occasion à toute la communauté nationale, à toute la communauté internationale, au moins de se poser la question, qui est Simon Kimbangu? Voilà la réponse à la première question. Quelle est l'originalité de ce colloque? Vous savez, Simon Kimbangu est à la fois un personnage religieux, un éminent personnage religieux, mais c'est aussi un éminent personnage historique. Il est important que le second aspect soit mis au niveau des informations au même niveau que le premier aspect. C'est pour ça que l'intuition de son éminence, son éminence, qui est Simon Kimbangu Kiangani, est une intuition tout à fait profonde. Il s'est rendu compte que Simon Kimbangu, en fait, n'est pas la propriété privée de l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste ressent le besoin de prendre l'initiative de restituer également Simon Kimbangu à la communauté nationale et internationale. D'où le fait de dire, nous kimbanguistes, nous allons vous écouter sur Simon Kimbangu. Ce qui est bien étonnant, ce qui est presque contradictoire. Nous kimbanguistes, nous de la famille, nous qui sommes les héritiers même, directs de Simon Kimbangu, nous allons nous taire pour vous écouter, vous les scientifiques.
Voilà, madame, l'originalité. Je pense que c'est la première fois que les hommes de science se mettent en première ligne pour tenir un colloque international sur Simon Kimbangu. L'homme, son œuvre et sa contribution au processus de libération de l'homme noir. Bon, il est évident, et là c'est un élément important, que cette conférence, étant donné qu'il réunit les scientifiques, qui sont considérés comme étant le producteur de connaissances, de vraies connaissances. Parce qu'à d'autres niveaux, on peut aussi se situer en ce qui concerne la production d'autres savoirs. Mais là, une conférence a été donc souhaitée et va être organisée, réunissant les universitaires qui travaillent sur ces questions. Les universitaires qui travaillent sur ces questions, c'est-à-dire les chercheurs enseignants. Il est évident que les connaissances que produisent les universitaires, les scientifiques, proviennent de plusieurs sources. Il y a des sources écrites, des sources orales, etc. Donc, ces universitaires récoltent les informations qu'ils utilisent dans leurs travaux à partir de différentes sources. Et alors, ils donnent une rationalité, ils donnent une orientation, ils donnent, si vous voulez bien, l'ordonnancement nécessaire pour que leurs écrits soient conformes au progrès de la science. La séance inaugurale, ouverture, nous allons avoir des travaux, nous allons avoir des conférences générales et des travaux en panel, c'est-à-dire en atelier. Viendraient alors, et ces panels sont réservés aux spécialistes, aux hommes des sciences. Troisième moment, c'est la clôture, au cours de laquelle la conférence va restituer les résultats obtenus à l'issue de nos débats, va rendre compte et dégagera des perspectives d'exploitation ou d'avenir des idées émises. Voilà en fait l'élément fondamental. Va-t-on indemniser, parce qu'il y a une question qui a été posée, les 34 000 relégués, 37 000 relégués, il faut voir aussi au niveau des archives, bon, 37 000 relégués, peut-on les indemniser? Il est évident que la conférence ne réfléchit pas sur cette base-là d'indemnisation, ne réfléchit pas sur cette base d'indemnisation. On vous a dit tout à l'heure que Simon Kimbangu est considéré comme étant une grande personnalité historique au niveau de notre pays, au niveau du continent et dans le monde. C'est dans cette perspective que les réflexions qui vont pouvoir se dégager de notre rencontre vont pouvoir évidemment nous amener. Voilà, Monsieur le Président, je ne pense pas qu'à ce stade-là qu'on puisse discuter de l'indemnisation. Je crois que, comme l'a dit le professeur Ndayouel, que Papa Simon Kimbangu Kiangani a eu une intuition profonde. Au-delà de toutes les conférences qui ont été organisées, d'organiser cette conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. C'est pour permettre aux scientifiques de réfléchir davantage. Parce que ces scientifiques-là n'ont pas eu l'ordre de l'église Kimbangu de mener des recherches sur Simon Kimbangu. Ces scientifiques, ce sont des non-kimbanguistes pour la plupart, éparpillés à travers tous les pays du monde, à travers toutes les universités du monde. Mais dans leurs différents domaines, ils se sont décidés à étudier cette personnalité historique, cette personnalité politique, cette personnalité sociologique et pourquoi pas anthropologique. Ils l'ont étudié dans les différents domaines pour essayer d'apporter à la face du monde leurs réflexions et leurs contributions sur cette personne, Papa Simon Kimbangu. Nous savons que pour la plupart de nous les Congolais, Papa Simon Kimbangu ne nous intéresse pas directement. Mais je crois que c'est une occasion pour que nous les Congolais,
nous puissions réellement suivre cette conférence et connaître davantage la personnalité profonde de Simon Kimbangu. Parce qu'on l'accepte ou pas, Simon Kimbangu a joué un grand rôle dans ce pays. Il a joué un grand rôle en Afrique centrale, en Afrique tout en général, et même dans les pays où le peuple noir est disséminé. Donc nous devons tenir compte de cette personnalité. Nous les Kimbanguistes, nous les connaissons. Mais si Papa Simon Kimbangu Kiangani avait demandé que non, laissez cette conférence à la disposition des scientifiques non kimbanguistes. Parce que nous les connaissons. Nous avons déjà organisé une conférence dans ce sens-là. Mais si nous nous mettons encore à organiser notre conférence, ils diront, voilà, c'est fanatique. Ah, voilà ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent encore nous dire? Non, que les scientifiques à travers le monde réfléchissent sur la personne de Papa Simon Kimbangu. Et nous tous, scientifiques et non scientifiques kimbanguistes, nous serons là pour entendre un autre son de cloche. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Nous tous, nous sommes curieux. Même si je suis du comité d'organisation et du comité scientifique, nous sommes curieux à entendre leurs réflexions sur cette illustre personne. Leurs analyses, leurs études, leurs publications. Ils ont fait beaucoup de publications à travers le monde. Et l'église kimbanguiste n'a jamais demandé à ces gens de faire des publications. Mais ils les ont fait parce qu'ils considèrent cette personnalité-là. Donc pour nous, c'est une grande importance. Et surtout en tant que recteur de l'université Simon Kimbangu. L'université Simon Kimbangu, comme les autres universités, sont des institutions scientifiques qui constituent la visibilité scientifique de ce pays. Et l'université Simon Kimbangu particulièrement constitue la visibilité scientifique de notre église kimbanguiste. Et nous savons que pour nous, après cette conférence, il y aura des grandes retombées. Ça, nous le savons. Parce que jusque-là, à travers tout ce qui s'est dit, à travers tous nos débats, à travers toutes nos discussions, au niveau des commissions, nous n'avons pas encore eu des historiens propres pour étudier l'église kimbanguiste et le phénomène Simon Kimbangu. Merci. Je remercie le président et ses collègues membres du bureau pour les éclaircissements qu'ils nous ont donnés. Je voudrais m'adresser au professeur Akim, puisque à travers le modérateur, le chef des travaux Bouya, nous a parlé que vous avez conduit une délégation au Congo-Brazzaville, particulièrement à l'université Marien Ngouabi, ainsi qu'à l'université Agustin Maneto en Angola. Ma préoccupation est de savoir pourquoi cette mission et pourquoi également le choix de ces deux universités seulement. Puisque nous avons suivi que les retombées de cette conférence internationale aura lieu au mois de juillet, le plus grand bénéficiaire c'est d'abord l'université Simon Kimbangu. Est-ce que par ricochet, on peut dire que ces deux universités sont aussi concernées par la descente que vous avez effectuée? Et qu'est-ce que ça rime en dessous? Parce que nous avons des observations aussi du humanisme. Voilà ce qu'il y avait à voir comme préoccupation. Merci. Nous remercions le président pour la tenue de cette conférence. Joseph Pita, de Radio Démocratique, la préoccupation nationale. On dit qu'avant de sauter, il faut reculer. Effectivement, il y avait eu une conférence internationale en 2006 sur le bassin du Congo. Je voudrais de savoir, plusieurs résolutions ont été prises au cours de cette conférence. Est-ce ces dernières ont-elles d'application? Sinon, est-ce qu'il y avait une mise en place d'une commission de suivi? C'est pourquoi je voudrais aussi savoir auprès de vous, Président, souhaiterez-vous mettre en place une commission de suivi des résolutions qui seront prises dans la grande conférence internationale du mois de juillet? C'est ça ma préoccupation sur ce sujet. Existe la
Samba de la question. Professeur, avant d'en parler, vous avez dit que cette conférence est décidée de dire la vérité, car l'histoire de l'RDC a beaucoup de fausses, et que cette conférence doit avoir une retombée intellectuelle puisqu'elle est intellectuelle. Alors, ma préoccupation, c'est de savoir, juste après la conférence, si cette conférence, bien entendu, va changer directement la donne de l'histoire de l'RDC, et comme on dit, si juste après la conférence, l'après-Congo ne sera pas l'après-Congo. Voilà ma préoccupation. Osé Ouassaoula, Amen Télévision, vous avez dit que vous avez une diversité de sources. Alors, ma question c'est celle de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller. C'est-à-dire, êtes-vous prêt à restituer fidèlement les découvertes scientifiques que vous allez avoir, combien même celles-ci sont en contraste avec ce qui est dit au sein de l'Église, au nom de la vérité, bien sûr. Merci. Je reviens encore au comité d'État, je reste à ton Cette fois-ci, ma question s'adresse au premier vice-président et recteur de l'université Séné-Kimbangu. Je sais qu'à l'université, en dehors de cours dispensés, vous enseignez aussi les valeurs de l'Église kimbanguiste, conférences internationales, scientifiques. Maintenant, là, les professeurs, les éminents professeurs de l'université sont maîtres. J'aimerais savoir en quoi est-ce que cette conférence est-elle importante pour l'université que vous dirigez, puisque c'est le lieu de se transmettre le savoir et il y a aussi des intellectuels en formation. Nous avons pensé nécessaire tout d'abord de traverser, c'est ici à quelques minutes, à Brazzaville, rencontrer les historiens, les anthropologues, les sociologues et les économistes intéressés par la thématique, qui s'impliquent déjà ou qui ont déjà réalisé des travaux ou qui viendraient également pour discuter d'un certain nombre de projets de développement liés notamment aux églises. Donc il était important pour nous de rencontrer nos amis et collègues de l'université Marie-Ngouabi. Nous les connaissons et nous les connaissions. Donc ce ne sont pas des personnes ou des personnalités scientifiques non connues des historiens congolais. Ce sont des amis, nous travaillons souvent à l'occasion des colloques internationaux, des conférences, des ateliers ensemble. C'était également l'occasion pour nous de revenir aux premières attentes que nous avons formulées en 1985 concernant notamment l'établissement des réseaux de relations scientifiques, de coopération scientifique entre les différentes universités de la sous-région. Donc nous avions aussi cette grande préoccupation. D'ailleurs, à cette occasion, nous avons rappelé une thématique importante que nous avons déjà discuté ensemble concernant notamment l'eau et les hommes, le fleuve. Donc, ce sont des collègues et qui ont accepté de venir participer à ces assises. D'ailleurs, nous avons même dans la salle l'un des professeurs de l'université Marie-Ngouabi, qui est membre du comité scientifique. En Angola, nous sommes allés en Angola, vous savez également, en fait je voudrais ajouter pour Brazzaville, vous savez que le kimbanguisme, du point de vue de l'histoire également du développement de kimbanguisme, le Congo-Brazzaville a beaucoup également fait. Donc il était important également de lire et de relire l'histoire du kimbanguisme au Congo, en même temps que nous allons nous intéresser aussi aux autres mouvements prophétiques de ce pays, notamment à l'époque coloniale. En Angola, vous le savez que l'église kimbanguiste a au départ comme fondement les 3 pays, RDC, Congo-Brazzaville et Angola. Donc c'est important pour nous également de contacter nos collègues de l'université Agostino Neto de Luanda. Et nous l'avons fait. Nous n'avons pas que rencontré les directeurs, nous avons rencontré le ministre de la Culture. Parce que dans l'organisation de l'enseignement supérieur
en Angola, le ministère de la culture, dans le passé, a joué un grand rôle. Beaucoup d'instituts supérieurs dépendaient de ces ministères. Et ces ministères gèrent beaucoup d'institutions de recherche dans le domaine historique, dans le domaine anthropologique ou dans le domaine muséal. Donc, il était question pour nous de les rencontrer. Et nous avons rencontré des collègues que nous connaissons, qui viennent de temps en temps ici. Parce qu'eux-mêmes nous invitent aussi régulièrement. Avant notre arrivée, le professeur Bokolo a séjourné pendant 2 semaines à Luanda, à l'université Agostinho Neto. Donc, ce sont des réseaux de relations scientifiques et culturelles qui existent et que nous avons également voulu associer à cette grande entreprise qu'est la conférence internationale Simon Kimbangu. Et nous avons rencontré des collègues que nous connaissons, qui viennent de temps en temps ici. Parce qu'eux-mêmes nous invitent aussi régulièrement. Avant notre arrivée, le professeur Bokolo a séjourné pendant 2 semaines à Luanda, à l'université Agostinho Neto. Donc, ce sont des réseaux de relations scientifiques et culturelles qui existent et que nous avons également voulu associer à cette grande entreprise qu'est la conférence internationale Simon Kimbangu. Notamment pour préparer l'arrivée de ce que nous appelons afro-présents, descendants, afro-descendants, qui prendront également part, et ces afro-descendants sont constitués de plusieurs pays, Mexique, Chili, Brésil, les îles Caraïbes, l'Espagne et consorts. Donc, qui prendront aussi part à ces assises. Avant juillet, il y aura aussi une mission ou des missions qui iront en Belgique. Vous savez que pour organiser une exposition, beaucoup de documents aussi sont conservés au Musée Royal, dans les archives, les anciennes archives africaines, donc coloniales, et dans d'autres institutions